Depuis Louis XIV, les portraits de souverains adoptent les mêmes critères de représentation. Les peintres les plus renommés au talent éprouvé sont chargés de les exécuter. Joseph Siffred Duplessis pour Louis XVI, François Gérard pour Napoléon Ier et Charles X, Antoine Gengros pour Louis XVIII. Les toiles employées sont de grandes dimensions, en moyenne plus de 2 mètres de hauteur pour 1,50 m de largeur, ce qui confère grandeur et majesté au monarque qui domine le spectateur. Représenté en pied et de 3/4 de manière à présenter la plus grande partie de sa personne, le souverain est revêtu du grand costume du sacre et du manteau doublé d'hermine en velours bleu fleur-de-lysée pour les rois, pourpre à semis d'abeilles d'or pour Napoléon Ier. Si Louis XVI, monarque absolu, semble se désintéresser du spectateur, Louis XVIII, Charles X, quoique plus distant et hautain, et Napoléon le regardent et se présentent comme des souverains protecteurs qui se tournent vers leur sujet. Les décorations les plus prestigieuses ornent leur poitrine. Grand collier du Saint-Esprit pour Louis XVI, Charles X et Louis XVIII, qui arbore également l'ordre de Saint-Michel et la jarretière anglaise, collier de la Légion d'honneur nouvellement créé pour l'empereur. Le sceptre est tenu dans la main droite, sauf pour Louis XVI. Les régalias, couronne fermée et main de justice, reposent sur un tabouret placé à gauche. La main de justice est absente dans le portrait de Duplessis, Louis XVI, et la couronne fermée est remplacée par un globe, orbe, aux côtés de Napoléon. Si le trône demeure dans le fond, sa facture est différente d'un tableau à l'autre. Louis XVI se fait représenter auprès d'un simple quoique très luxueux fauteuil. Le meuble de Jacob Desmalter, dossier rond et tors de laurier, est bien visible derrière Napoléon. Le trône de Louis XVIII s'orne des armes de France et de Navarre couronnées et entourées de rayons solaires. Celui de Charles X présente des montants sculptés en forme de bustes de lions ailés. Si les portraits en majesté postérieurs à 1774 sont visuellement similaires, certains détails mettent en lumière les personnalités et les particularismes des différents règnes. La place et l'importance accordées aux régalias sont particulièrement significatives. Dans le portrait de Duplessis, Louis XVI occupe le premier plan. Sa personne et sa légitimité sont les garants de son pouvoir. La monarchie absolue n'est pas encore remise en question et l'héritier de Louis XIV, roi de droit divin, ne ressent pas la nécessité d'affermir son pouvoir. Les choses sont tout à fait différentes pour Napoléon, qui cherche à asseoir sa nouvelle dynastie. Héritier de la Révolution, il s'appuie sur 2 traditions, l'Ancien Régime, abeille de Charlemagne, utilisation du sacre, et la Rome antique, couronne de laurier, aigle. Le globe et la main de justice sont placés à sa droite, très légèrement en retrait. Parvenu au pouvoir par sa seule valeur, il est le véritable garant de l'Empire. Toutefois, Napoléon s'inscrit dans une lignée historique qui le rattache au roi de France tout en se démarquant par le choix de nouveaux symboles. Louis XVIII, pourtant fort de sa légitimité, accepte le principe d'une monarchie constitutionnelle. Les régalias sont placés au premier plan, sur la même ligne que le roi. Les armes de France et de Navarre sont parfaitement visibles au-dessus du sceptre. Quant à Charles X, il opère un retour en arrière et tente de renouer avec la monarchie d'Ancien Régime. Contrairement à Louis XVI, il doit convaincre et imposer sa dignité en renforçant l'image royale. La couronne est placée au premier plan. Symbole premier de la dignité royale, elle est le soutien du monarque qui s'appuie dessus. Le trône fait également office de pilier. Les régalias forment le support du nouveau règne, soutenu par le clergé et la fraction ultra de la noblesse. L'aura de la personne royale s'est modifiée. Les régalias, devenus accessoires à la fin de l'Ancien Régime, sont remis en valeur. Leur symbolique, sacralité et pouvoir royal, est utilisée pour soutenir les nouveaux règnes, fragilisés par la diffusion des idées démocratiques et républicaines. Le 9 août 1830, Louis-Philippe est proclamé roi des Français. Issu de la famille d'Orléans, la branche cadette des Bourbons,
Il succède à son cousin Charles X, contraint à l'exil à la suite des Trois Glorieuses, ces journées de révolte décisives qui ont mis fin à la Restauration. L'arrivée au pouvoir de Louis-Philippe marque le début de la monarchie de Juillet. Un régime dont le nouveau souverain esquisse les contours par cette formule dans la foulée de son accession au trône. Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloigné des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. Ni monarchie de droit divin, ni république, le roi citoyen, comme il est surnommé au début de son règne, prend soin de se tenir à bonne distance de l'une comme de l'autre. Il cultive l'image d'un souverain moderne, sensible à l'esprit des Lumières, auquel les nombreux voyages auxquels la Révolution l'a contraint à partir de 1793 ont nourri sa pensée politique. Ils ne sont donc pas étrangers à la tonalité libérale du nouveau régime, ouvertement inspiré de la monarchie parlementaire anglaise. La charte de 1830, sur laquelle repose la monarchie de Juillet, consacre plusieurs principes qui sont symboles de ce changement. Le statut de roi des Français plutôt que roi de France qu'elle confère à Louis-Philippe, l'adoption du drapeau tricolore, ou encore la liberté de la presse deviennent les symboles éloquents du nouveau régime politique français. La colonisation débutée par Charles X s'amplifie sous son règne. Se mêlent prestige militaire et affirmation de la puissance française. Ainsi se concrétise le dessein fédérateur du nouveau souverain. Sa chute intervient au début de l'année 1848. 18 années d'exercice du pouvoir ont fini par éroder les principes qui fondaient sa légitimité. Devenu de plus en plus conservateur au fil du temps, le roi citoyen s'est peu à peu éloigné de son peuple. Aveugle aux attentes de la bourgeoisie et aux conséquences de la crise économique qui frappe durement les classes populaires, Louis-Philippe minimise, à tort, la colère qui gronde dans le pays. Une colère qui a tôt fait de se transformer en révolte. Une révolution est en cours et Louis-Philippe n'a d'autre choix que d'abdiquer, le 24 février 1848. La Seconde République naît le 22 février 1848 d'une révolte contre le régime monarchique de Louis-Philippe Ier. Le roi est renversé au cours d'une révolution dont les meneurs, parmi lesquels le poète Lamartine, sont pour la plupart de vieux républicains, qui cultivent le souvenir de la Grande Révolution et de la Première République française née le 22 septembre 1792. Le suffrage universel a amené à l'Assemblée une forte majorité de députés conservateurs, méfiants à l'égard du peuple de Paris. Le 4 mai, l'Assemblée proclame solennellement la République. En décembre ont lieu des élections présidentielles et Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur Napoléon Ier, est élu. Mais Louis-Napoléon Bonaparte va profiter de la peur générale dans le pays pour faire un coup d'État et prendre le pouvoir en instaurant le Second Empire de 1851 à 1870. Le Second Empire est un régime politique autoritaire où la plus grande partie du pouvoir est entre les mains de Napoléon III. Il dispose du pouvoir exécutif et de la partie la plus importante du pouvoir législatif. L'opinion est bâillonnée et la population surveillée. Les opposants politiques sont en prison ou déportés ou en exil. Cependant, à partir de 1860, Napoléon III est obligé d'accorder plus de liberté politique. En 1870, Napoléon III renonce au pouvoir législatif au profit du corps législatif. Une majorité de Français approuve cette évolution, mais le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, vite rejointe par les autres États allemands. Napoléon III est battu et fait prisonnier.
régime était essentiellement parlementaire. Élu pour 7 ans par la Chambre des députés et le Sénat réuni en congrès, le président de la République était rééligible. Il ne pouvait gouverner sans un ministère responsable devant la Chambre et dépendait donc du Parlement qui non seulement votait les lois mais contrôlait l'exécutif. En 1880, après l'amnistie accordée aux condamnés de la Commune, le 1er 14 juillet fut célébré dans l'allégresse aux accents de la Marseillaise consacrée hymne national. La légalité républicaine se définissait avec les lois sur la liberté de presse et de réunion. En 1882, chaque conseil municipal put élire le maire et ses adjoints. Une loi de 1884 permit aux syndicats d'exister légalement. Le divorce fut réintroduit avec difficulté en 1884 dans la législation. Dès 1880, un enseignement secondaire public pour les filles était créé. Mais à l'initiative de Jules Ferry, l'école primaire publique devint gratuite, obligatoire et laïque de 1881 en 1882. Fut d'ailleurs fondée une école normale de jeunes filles à Sèvres. En 1898 éclate l'affaire Dreyfus. Accusé d'avoir transmis à l'Allemagne des documents secrets, le capitaine Dreyfus avait été condamné en 1894 à la déportation en Guyane. Sa qualité de juif avait contribué à le faire accuser et son procès n'avait pas été régulier. Le soupçon de son innocence fondé sur ces irrégularités gagna bientôt des milliers d'influents. En janvier 1898, le romancier Émile Zola, ayant publié son manifeste « J'accuse », fut condamné, mais il avait alerté l'opinion. Le pays est alors entraîné dans un chaos terrible, divisant tous les Français influents ou non entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'est-à-dire pour ou contre le capitaine Dreyfus. En 1905, le président du Conseil, Rouvier, et le député syndicaliste révolutionnaire Briand font voter la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est l'aboutissement de la laïcisation. 1914-1918. Le 1er août, la mobilisation est décrétée. La réponse des citoyens est unanime, c'est l'union sacrée. Les échecs de 1915 mirent le moral de la nation à l'épreuve et encore plus ceux de 1916, malgré l'épuisante résistance de Verdun. Le pays ne croyait pas à la défaite, mais comment gagner la guerre ? 1917, les armées se mutinent. Le président de la République, Poincaré, n'a pas le choix. Clémenceau constitue sa carte ultime. C'est un homme âgé de 76 ans, et celui qu'on surnomme le Tigre s'est tenu à l'écart. Et en toute son énergie, il réussit à tenir 8 mois jusqu'à juillet 1918, où la victoire devint certaine. Le Tigre, avec le pays, avait sauvé le régime. La 4e République. La France, une fois libérée de l'occupation en 1945, devait se reconstruire. Il fallait rétablir les moyens de communication et les infrastructures économiques, relancer la production et les échanges. Mais il était aussi urgent de rétablir un système politique. La 3e République avait disparu dans la débâcle de 1940, mais aucun système politique ne s'imposait après la parenthèse de Vichy. Il avait été prévu dès avril 1944 qu'une assemblée constituante serait élue après la libération pour adopter de nouvelles institutions et que le suffrage universel serait désormais étendu aux femmes. Après un premier projet rejeté par les électeurs lors d'un référendum, l'Assemblée adopte un projet de constitution qui donne beaucoup de pouvoir à l'Assemblée. Une seconde chambre, le Conseil de la République, est réintroduite, mais elle est seulement consultative. Le président de la République a peu de poids. Il est élu par le Congrès, réunion des deux chambres. Il choisit un président du Conseil qu'il présente à l'Assemblée. La 4e République ne va en fait durer que 11 ans et demi, de fin 1946 à juin 1958. C'est un des systèmes institutionnels les plus courts de l'histoire nationale. En effet, déjà contesté par une partie de l'opinion publique au moment de sa création, la 4e République a progressivement déçu ses partisans, du fait de l'instabilité ministérielle importante qu'elle a connue. Cette inconstance a rendu très difficile la mise en œuvre des politiques publiques et les
les réponses aux problèmes urgents, notamment ceux du devenir des colonies françaises. L'efficacité du système a donné beaucoup plus de poids aux administrations et à l'armée qui se sont régulièrement substituées aux hommes politiques. Ainsi, la dernière année du régime, en 1958, va être particulièrement difficile. 3 ministères vont se succéder alors que la guerre d'Algérie nécessite des décisions. Les militaires et les Français d'Algérie ont l'impression d'être abandonnés par le pouvoir politique. Le 13 mai 1958, des militaires proclament à Alger un comité de salut public. La guerre civile et le coup de force menacent. Le général de Gaulle va apparaître comme un recours. Il sera le dernier président du Conseil de la 4e République, investi début juin par l'Assemblée.